la Grèce, autrefois fertile en beaux esprits, s'applaudissait de voir sa Sappho sans pareil, la France, en Scudéry, produit une merveille qui ne lui fait pas moins d'honneur par ses écrits. Que d'hommages, que d'éloges pour Madeleine de Scudéry, cette native du Havre qui, par son érudition éclatante, a élargi les portes de la place des femmes dans la vie littéraire en étant devenue la première à obtenir le premier prix d'éloquence de l'Académie française. C'est une destinée méconnue, oubliée même, que je me plais à vous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Tout a commencé en 1607 au Havre. Dans l'agitation de cette jeune ville en plein essor, fondée moins d'un siècle plus tôt par François Ier, la famille de Scudéry célèbre un événement venant couronner l'entrée dans ce nouveau siècle, celui de la naissance de leur deuxième enfant, après celui de Georges de Scudéry 6 ans plus tôt, une fille, cette fois-ci, portant le prénom de Madeleine. À cette époque, le royaume de France pense encore les blessures des guerres de religion, se reconstruit lentement avec Henri IV, puis l'avènement de Louis XIII en 1610, mais tout semble encore bien fragile. Fragile, c'est un adjectif qui présente bien l'enfant Madeleine de Scudéry, qui très tôt fut confrontée aux épreuves de la vie humaine. En perdant brusquement son père en 1613, Georges de Scudéry, lieutenant du port du Havre, et sa mère une année plus tard, Madeleine Martel de Gousty-Ménil. Effroyable cauchemar qui jeta du jour au lendemain ou presque les petits-enfants Madeleine et son grand frère Georges dans l'inconnu. Leur sort fut dès lors bien différent, car si Georges, futur homme de lettres, se trouva orphelin et sans fortune dès lors, Madeleine trouva refuge chez un oncle éloigné, riche ecclésiastique de surcroît, qui joua un véritable rôle dans son ascension sociale. Car cet homme, loin de considérer l'instruction féminine comme superflue, choisit de forger l'esprit de Madeleine pour la présenter à la société mondaine du royaume. Un auguste dessein, devrions-nous dire un choix audacieux, presque subversif, car peu auraient alors cru au sort de la jeune enfant. Madeleine reçoit une éducation que peu de femmes de son rang apprennent alors. Elle apprit en effet les langues anciennes et modernes, l'histoire antique, fut formée à la rhétorique, l'art de raisonner, elle qui se révéla par sa capacité à argumenter et convaincre son auditoire. Et dans le silence des livres et la rigueur des leçons, elle devint à près de 20 ans une jeune femme à l'érudition remarquée, capable de saisir très jeune que penser représente une forme de liberté. Et il n'en a pas fallu plus aux yeux de son oncle pour la présenter à la bonne société, cap sur Paris. Loin de sa Normandie natale, Madeleine arriva dans une capitale en pleine effervescence. Paris est en effet le théâtre d'une révolution intellectuelle, symbolisée par l'émergence de salons littéraires, lieu unique dans l'Europe de l'époque. Généralement, ils étaient tenus par les femmes, dont les plus influentes furent Madame de Rambouillet et Madame de Sablé, et ils offraient un espace inédit dans lequel nous y confrontions les idées, lisions des textes, réfléchissions sur tout un tas de sujets tels que la morale, l'amour, le pouvoir, en veillant à façonner une langue au vocabulaire plus enrichi. Ils étaient côtoyés par des femmes aux raffinements exquis, aux verbes mélodieux, mais aussi par des hommes dotés d'un esprit savant à en faire pâlir plus d'un. Et c'est dans cet univers si singulier et par l'intercession de son bienveillant et influent oncle que Madeleine de Scudéry fut présentée au salon de Rambouillet pour y faire ses premiers pas. Alors, on imagine la jeune femme d'abord timide et sans doute avec quelques maladresses, trouver sa place au fur et à mesure. Elle observa d'abord, ne voulant hâter les événements, saisit au fil du temps les opportunités pour s'exprimer et finit au bout du compte par imposer sa patte grâce à ses connaissances et la finesse de ses opinions. C'est alors qu'inspirée par ses heures d'émulation intellectuelle, elle prit la plume. Soutenue par son frère, qui lui aussi entre-temps a embrassé une carrière de romancier, poète et dramaturge, il lui prêta son nom pour qu'elle puisse
publié ses premiers ici. Et les voici. Citons d'abord Artémise, princesse de Carie, publié en 1635. Le roman traduit une vision monarchique et une aspiration à la concorde politique, un idéal de réconciliation entre frères royaux. Artémise montre donc un auteur qui mêle imagination romanesque, sophistication stylistique et engagement discret dans les débats politiques et sociaux de son époque. Deuxième ouvrage qu'elle a publié sous le nom de son frère, Ibrahim ou l'illustre Bassa en 1641. Cet écrit raconte l'histoire d'Ibrahim, un homme élevé loin de sa patrie qui devient grand vizir du sultan Soliman le Magnifique. L'histoire principale est émaillée de nombreuses digressions et récits enchâssés, avec des intrigues secondaires qui explorent les sentiments, la fidélité et le destin des personnages, ainsi que des épisodes où des passions amoureuses jouent un rôle central. Au bout du compte, en explorant la morale, les passions, la fidélité, l'idéal politique et la concorde, Madeleine de Scudéry laissa déjà transpirer son style si singulier. Son nom apparaît officiellement en 1642. Ça y est, ce fut le grand pas, avec un ouvrage au puissant message politique. Il s'agit du recueil des femmes illustres ou harangues héroïques. À 35 ans, Madeleine, dans cet ouvrage, hausse le ton. C'est au sein de ces pages, aux propos appuyés, qu'elle exhorte les femmes à enrichir leur éducation plutôt qu'à se parer pour s'élever dans la société. Un tournant dans la vie littéraire qu'elle se mit à dédier au rôle des femmes. C'est véritablement entre 1640 et 1660 qu'elle s'est imposée comme une figure majeure du mouvement de la préciosité, incarnation de la femme cultivée, spirituelle et raffinée et une pionnière de la pensée féminine. Avec les adeptes de ce mouvement, elle refuse la brutalité des mœurs, des mariages imposés et surtout le langage grossier, incapable de dire la complexité des sentiments. Au contraire, elles aspirent, ces femmes amenées par notre Normande, à élever le langage français tel un art et l'esprit comme une vertu. Elle devint célèbre grâce à ses romans fleuves traduits et réédités plusieurs fois tout au long du XVIIe siècle, avec notamment Artanem ou Le Grand Cyrus, considéré comme l'un des plus longs romans de l'époque avec 13 000 pages, ou encore Clélie, mêlant aventure, intrigue amoureuse et réflexion morale. Profitant de sa notoriété, elle entretint une place centrale dans la vie intellectuelle parisienne en ouvrant en 1652 son propre salon littéraire portant le nom de Salon du Samedi, qu'elle anima avec brio. Il se tenait chaque samedi dans son appartement et rassemblait les esprits les plus brillants du siècle, écrivains, philosophes, moralistes et autres figures du monde intellectuel. La plupart des célébrités de l'époque, telles que Madame de La Fayette, Madame de Sévigné, Antoinette des Houlières, mais aussi Montausier, La Rochefoucauld, Conrart, Champlain, Pomponne et Pélisson, ainsi que la marquise du Plessis-Bellière, honoraient régulièrement son salon de leur présence. C'est dire, en réalité, l'influence de notre Normande. On y discutait de littérature, d'amour, de morale, de politique, souvent sous une forme raffinée et codifiée, typique du mouvement précieux. Son salon fut surtout un lieu de liberté pour les femmes, au sein duquel elles purent dès lors jouir de la liberté de penser, débattre et d'écrire. Auteur de plus de 16 écrits tout au long de sa vie, elle est finalement entrée dans l'histoire de la littérature française le 18 août 1671 en étant nommée premier prix d'éloquence de l'Académie française l'année de sa création pour son œuvre Discours de la gloire. Dans ce texte, Madeleine de Scudéry réfléchit sur la notion de gloire, en particulier à travers le prisme de la condition des femmes. Elle interroge la manière dont la gloire est traditionnellement définie et pensée, souvent comme la reconnaissance publique d'actes héroïques ou de grandes réalisations attribuées aux hommes, et propose finalement une vision plus intérieure, intellectuelle et morale de la gloire. Elle critique l'exclusion des femmes des sphères où la gloire est habituellement acquise, la guerre,
la politique et plaide en adepte de la préciosité pour une reconnaissance de la gloire féminine dans les domaines de l'esprit, de la vertu, de la culture et des qualités morales. Une espérance qui, depuis, n'a cessé de se concrétiser en réalité dans la société, étant donné que les femmes aujourd'hui ont accès à des positions dans l'armée, en politique, dans les entreprises, elles prennent des décisions autant que les hommes. Lorsqu'elle reçoit ce prix décerné par l'Académie française, il faut se rendre compte de l'émulation et de l'émoi que ça a pu susciter. C'est toute sa carrière qui fut dès lors couronnée, dans le grand siècle qui plus est. Créant l'émoi, l'événement dépassa largement celui du cadre littéraire. Il envoya dès lors l'image d'un royaume de France élargissant un peu plus la place des femmes dans la vie littéraire et reconnaissant la légitimité des travaux publiés par des femmes, par la gente féminine. Sans mari, ni enfant, elle laissa pourtant une descendance autrement plus durable, celle des idées. Et lorsqu'elle s'est éteinte en 1701, le siècle bascula, laissant son héritage perpétuer sa pensée. De son enfance tragique, elle sut faire de ce que beaucoup auraient pu considérer comme être un handicap, une force pour apparaître comme une pionnière dans la postérité. Celle d'une voix qui n'a jamais crié, mais qui a su doucement, durablement se faire entendre. Alors peut-être, chers auditeurs, qu'en flânant les prochains jours sur les plages du Havre, en écoutant le vent venu du large, il vous arrivera de penser à elle et de percevoir, dans le murmure du temps, la voix patiente et obstinée de Madeleine de Scudéry. Désormais, chers auditeurs, vous saurez.